Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'A/B testing et comment vous pouvez utiliser une solution d'A/B testing pour améliorer vos taux de conversion. Alors, ça va se passer en deux temps. Je vais vous faire une présentation un peu classique de ce qu'est l'A/B testing et de ce qu'on peut en attendre et comment s'y prendre. Et puis après, je vais vous faire une démonstration assez concrète de notre solution pour que vous voyez comment ça se passe et comment on met en place un test. Avant tout ça, je vais me présenter. Je m'appelle Anthony Brebion, je suis le responsable marketing de la société A/B Testy. Alors, A/B Testy, c'est une solution, donc on est éditeur de logiciels, on édite une solution en mode SaaS qui vous permet très facilement de mettre en place des tests A/B ou MVT ou d'autres types de tests dont j'aurai l'occasion de reparler au cours de cette présentation. Alors, je vais vous faire passer quelques slides. Oui, donc pour vous dire que effectivement, vous, ce qui vous intéresse effectivement en tant qu'e-commerçant, c'est vos taux de conversion, mais sachez qu'on travaille également avec d'autres types d'acteurs sur des secteurs différents tels que les médias ou les sites de génération de leads, tout site qui a un objectif ou des objectifs mesurables, qui souhaitent optimiser leur conversion, que ce soit l'engagement de leurs internautes, notamment je pense aux médias pour la monétisation de leur audience, ou alors des sites, par exemple de banques, finances, assurances, qui cherchent à générer des contacts qualifiés, des inscriptions sur leur site et autres. A/B Testy, c'est une solution qui existe depuis maintenant 4 ans. On travaille avec plus de 1200 clients, principalement des grands comptes. Donc on a une expertise sur le domaine de l'A/B testing et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle. Alors, ce qu'on va aborder au cours de ces prochaines minutes, alors tout d'abord, les deux premières parties, je vais passer assez vite. C'est des choses que vous connaissez certainement déjà. L'idée, c'est d'expliquer en quoi l'optimisation des conversions est importante et la place de l'A/B testing au sein de ce processus d'optimisation. Après, on verra qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec un outil de testing. On verra des exemples de tests tirés de certains de nos clients, et puis après je vous ferai la démonstration d'A/B testing. Alors, là, typiquement, quand on parle d'A/B testing, on parle de conversion. Vous êtes certainement déjà habitués, familiers du moins, avec les 3 challenges qui sont présentés sur cette slide: acquisition, conversion et rétention. Mon point, c'est pas de dire que l'optimisation des conversions c'est plus important qu'un des autres leviers. Au contraire, tous les leviers sont équivalents et surtout ils sont dépendants. Notamment quand on parle d'acquisition, on parle d'acquérir un trafic qualifié qui a une propension à convertir plus importante. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire en acquisition, je pense par exemple à vos campagnes AdWords, ou de liens sponsorisés d'autres marques. Tout ce que vous allez faire pour optimiser ces campagnes vont vous permettre d'acquérir un trafic plus qualifié que vous serez plus facilement apte à convertir une fois que l'internaute est sur votre site. Alors là, je vais juste rappeler en fait que l'optimisation des conversions, c'est souvent un peu le parent pauvre de ces 3 challenges que je viens de citer. Juste un chiffre: aux États-Unis, pour 99 $ dépensés en acquisition de trafic, il y a seulement $1 qui est consacré à l'optimisation des conversions. Donc ce faible pourcentage recouvre tout ce qui est outils de Web Analytics, outils d'optimisation des conversions en général. Donc on voit bien que c'est encore un domaine qui est peu exploité. Et pourtant, quand on regarde les taux de conversion par secteur d'activité, vous avez ici sur le tableau, c'est une étude, un paramètre Kantar Media pour Google, qui vous indique effectivement les taux de conversion moyens par secteur et qui sont assez faibles. Donc si vous regardez l'avant-dernière colonne, vous voyez des taux de conversion qui oscillent autour de 2-3%. C'est encore une fois une moyenne, donc ça veut dire que dans certains cas, vous aurez de meilleurs taux de conversion, mais aussi des
des taux de conversion qui peuvent parfois être plus bas. On a effectivement des clients qui ont des taux de conversion très très faibles, de l'ordre de 0,5-1%. Vous avez également sur cette slide des indicateurs assez intéressants, notamment en termes de moyenne de taux de rebond, de taux de refus. En fait, le taux de refus, selon cette étude, en fait, c'est le pourcentage de visites hors rebond qui n'ont finalement pas initié un processus de conversion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, les internautes n'ont pas mis de produits au panier. Après, vous avez le taux d'abandon de panier et le taux de conversion par visite et par visiteur. Donc, c'est une donnée assez intéressante pour replacer les choses et avoir en tête ces ordres de grandeur. La démarche de l'optimisation des conversions, elle est pourtant très intéressante en termes de rentabilité. C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour parler de rentabilité. Là, j'ai pris un scénario assez simple. L'idée, les variables que je modifie dans ce PNL, c'est juste la part liée à l'acquisition de trafic ou à l'optimisation des conversions. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur de ma souris, mais dans le premier scénario, j'ai pas de budget pour l'optimisation des conversions et j'ai 25 000 € pour le budget d'acquisition de trafic. Et dans les autres scénarios, en fait, j'augmente juste le budget de conversion, d'optimisation des conversions, au détriment du budget d'acquisition pour avoir des coûts fixes identiques pour chaque scénario. Le fait d'optimiser les conversions, bien sûr, a un impact sur le taux de conversion, et au final, pour un panier moyen qui est celui de la FEVAD de 2013, de mémoire, vous avez effectivement un chiffre d'affaires et un profit en hausse. Donc la démarche est très intéressante. Par contre, c'est une pratique, l'optimisation des conversions, qui est assez complexe et qui est aujourd'hui pas forcément toujours très bien appréhendée par les e-commerçants, parce que d'une part, la conversion en soi est un procédé complexe qui fait intervenir beaucoup d'éléments, certains sur lesquels vous avez la main. Je pense notamment à l'ergonomie du site, à la qualité de votre offre, à la qualité du trafic généré, puis d'autres éléments sur lesquels vous avez un peu moins la main, notamment votre notoriété, votre crédibilité, enfin du moins des éléments qui ne sont pas actionnable du jour au lendemain comme ça demande du temps, des efforts, de se créer notamment une notoriété. Et puis vous avez des éléments sur lesquels vous n'avez pas du tout la main. Je pense notamment aux actions de la concurrence ou encore la motivation des consommateurs, c'est-à-dire où ils en sont dans leur parcours de décision. Est-ce qu'ils sont juste là pour rechercher de l'information sans vraiment de volonté d'achat? Donc, un procédé complexe. Et de fait, on constate que, alors ça c'est une étude américaine, que 73% des entreprises ne savent pas pourquoi les gens abandonnent leur panier sur leur site. Et du coup, 63% optimisent leur site web juste sur la base d'intuition ou de best practices trouvées notamment sur des blogs ou des forums. Donc très clairement, il y a une démarche à avoir, à structurer au sein des entreprises, et le chemin est encore un peu long avant d'y arriver. Alors, là, sur ce tableau, vous avez quelques exemples de méthodes employées pour l'optimisation des conversions. Alors, là, ça nous arrange bien, parce que le premier élément, c'est l'A/B testing, effectivement, qui arrive en tête, suivi de ce qu'on appelle optimization. Donc en fait, ça c'est travailler notamment ces textes d'annonce ou de façon générale toute annonce publicitaire pour attirer l'internaute. Ensuite, vous avez tout ce qui est analyse des parcours consommateurs, analyse des retours clients et test utilisateur pour les 5 premiers outils utilisés. Voilà. Et un autre chiffre, toujours US, il y a 75% du top 500 retailers qui utilisent une plateforme d'A/B testing en 2014. Donc l'A/B testing, c'est une démarche effectivement qui a le vent en poupe. Par contre, on va en reparler plus longuement tout à l'heure, ça demande une démarche assez rigoureuse. Alors, juste un petit rappel pour
peut-être ceux qui ne sont pas familiers avec le concept d'A/B testing, mais l'idée c'est de pouvoir mesurer les performances de plusieurs versions d'une page ou d'un parcours client, ça peut être un tunnel de commande, et donc de comparer les performances d'une version originale, qu'on appelle version de contrôle, versus une version modifiée ou plusieurs versions. D'ailleurs, on n'est pas limité à du test A/B, on peut faire du test A, B, C, D, etc. Et donc de comparer ces performances sur les indicateurs qui vont compter pour vous. Les indicateurs, alors bien sûr, on pense au taux de conversion final, à la transaction, mais on peut aussi imaginer beaucoup d'autres types de conversions. Typiquement, on fait le distinguo entre macro-conversion, donc la transaction par exemple, et micro-conversion. Par micro-conversion, j'entends toutes les petites actions de l'internaute qui permettent en fait de l'amener vers le chemin de la conversion. Ça peut être l'accès aux pages produits, ça peut être la mise au panier, ça peut être l'inscription à un service, à une newsletter. Donc tous ces objectifs sont mesurables et vous pouvez en fait baser vos tests sur ces objectifs. L'idée c'est qu'en fait, peu de tests auront un impact direct sur le taux de conversion finale, notamment si vous testez par exemple une modification en page d'accueil. La distance entre l'élément qui est modifié, la position de l'internaute dans le parcours, donc la page d'accueil, et le tunnel de commande, la validation de la commande, cette distance est trop éloignée pour que l'impact que vous allez mener sur la page d'accueil ait effectivement une incidence sur le résultat final. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de parfois tester des micro-conversions qui vont vous permettre en fait de tirer les enseignements de vos tests. Parce que si vous basez tout sur le taux de conversion, parfois vous ne pourrez pas tirer d'enseignement, et si vous ne tirez pas d'enseignement d'un test, vous avez perdu une part de votre trafic qui ne vous a servi à rien pour ce test. Alors, l'intérêt de l'A/B testing, c'est bien de valider des idées d'optimisation. Quand on parle d'A/B testing, on parle bien sûr d'expérimentation, il y a toute une approche scientifique, et il faut voir l'A/B testing comme un outil d'aide à la décision. La plus grosse valeur ajoutée de l'A/B testing, selon moi, c'est effectivement de pouvoir tester des idées et d'avoir une idée assez précise de leur impact sans avoir à mettre en production ou sans avoir à faire appel à vos équipes techniques de façon très poussée. L'idée, avec une solution d'A/B testing, c'est de mettre en place très rapidement ces tests, voir ce que ça donne, et si ça donne quelque chose, alors demander à ces équipes techniques d'intervenir pour mettre en place les modifications adéquates. Alors les avantages, ben voilà, c'est ça, j'ai pris un peu d'avance, mais de façon générale, l'A/B testing c'est une méthode de collecte d'informations qui est rapide et peu coûteuse, notamment si on la compare par exemple à des tests utilisateurs qui donnent d'autres types d'informations. C'est une méthode scientifique qui replace effectivement les données au cœur de la prise de décision. Ça évite les débats interminables. Vous n'êtes pas d'accord avec un de vos collègues ou avec votre supérieur qui a une idée très tranchée, sans forcément avoir une validation statistique de son opinion. Là, l'idée, c'est de pouvoir tester et ensuite pouvoir avancer. Donc vraiment, un outil d'aide à la prise de décision. L'avantage avec les outils SaaS, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est que vous pouvez mettre en œuvre très facilement vos idées de test, mettre en place surtout vous-même ces idées. Vous n'avez pas besoin de ressources techniques pour le faire, ce qui vous permet en fait de gagner en rapidité d'exécution et de pouvoir réitérer très facilement et très rapidement vos tests. Et ça, c'est un point capital, parce que si à chaque fois que vous menez un test, vous rencontrez des barrières techniques, vous allez vite en fait vous sentir frustré et contraint. Et finalement, vous allez, dans la plupart des cas, abandonner la pratique du testing alors que ça marche. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'outil d'A/B testing,
il est là pour vous aider dans cette démarche. Par contre, s'il vous permet de valider vos hypothèses de test, encore faut-il avoir des idées d'hypothèses. Et donc, on en vient à un point qui me paraît capital d'aborder, c'est que votre outil d'A/B testing, il ne va pas faire des miracles. Il est juste là pour valider ou non vos hypothèses de test et faire en sorte que ces hypothèses, vous puissiez les mettre en place très simplement. Par contre, vous ne devez pas tester à l'aveugle des choses qui ne vont pas du tout intervenir dans le processus de conversion, parce que vous allez perdre votre temps. La plupart du temps, vous n'aurez pas de résultat. Donc, en amont, il faut vraiment procéder à une analyse assez fine de vos problèmes de conversion, les identifier et essayer de les comprendre. Tout ça pour dégager des hypothèses fortes de test. Alors, pour ça, vous avez différentes solutions. Vous avez, l'idée, c'est de collecter à la fois des données quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives vont vous permettre d'identifier où se trouvent les problèmes, sur quelle page vous avez un problème. Ça peut être, on pense tout de suite à ces outils de web analyse. Le type d'analyse que vous allez pouvoir mener, c'est par exemple analyser votre tunnel de commande, faire en sorte que ce tunnel soit correctement tagué avec votre outil, que ce soit Google Analytics ou un autre. Et vous allez ensuite analyser les taux de déperdition à chaque étape. Un autre type d'analyse peut être de trier par ordre décroissant de taux de rebond vos principales landing pages de campagne AdWords. Ça peut être une option pour voir où se trouvent les problèmes. Donc il y a d'autres outils que vos outils de web analyse. Il y a des outils spécifiques, par exemple, pour les formulaires, pour voir comment les formulaires sont remplis, est-ce que les gens butent sur certains champs. Donc il y a toute une panoplie d'outils, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais sachez qu'il en existe. Et puis à côté de ces données quantitatives, qui, si elles vous permettent de pointer du doigt les problèmes, ne vous expliquent pas les raisons profondes de ces problèmes. D'où l'intérêt des données qualitatives. Et là, il y a différentes solutions, mais on peut très naturellement penser aux tests utilisateurs, aux enquêtes en ligne, aux remontées clients, par exemple de votre support, qui sont une source d'information vraiment capitale et très riche pour comprendre ce qui ne va pas sur le site, ou du moins essayer d'en identifier les causes. Donc tout ça, ça demande un travail assez poussé. Et au final, j'aurais envie de dire que ça doit être 80% de votre effort d'optimisation. Et uniquement une fois que vous avez mené tout ce travail, vous allez pouvoir vous asseoir devant votre ordinateur avec votre solution d'A/B testing et commencer à mettre en place vos tests. Donc il y a ce rapport 20-80 qui est assez marqué. Si vous passez plus de temps à créer un test qu'à analyser pourquoi vous menez ce test, il y a un problème et c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les méthodologies d'A/B testing, les bonnes pratiques, les pièges à éviter, on a rédigé un livre blanc que vous pourrez me demander à l'issue de ce webinaire ou via le formulaire proposé sur WheezyShop. L'idée, c'est de vous apporter un support méthodologique et une aide à l'organisation en interne de vos tests ou même de vos équipes, ainsi que quelques idées de tests. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet en vous expliquant ce qu'il est possible de tester en fait avec une solution d'A/B testing. Ça, je vais passer très vite. Aujourd'hui, avec une solution d'A/B testing, vous pouvez à peu près envisager n'importe quel type de scénario. Je les ai regroupés en 4 grandes familles. Vous avez d'une part les éléments à tester, par exemple les boutons d'action, la navigation et autres. Vous avez ensuite les pages à tester, c'est-à-dire les pages que vous voulez modifier. Ça peut être une page, ça peut être un ensemble de pages,
ou un tunnel, c'est des longues successions de pages. Vous pouvez aussi tester des internautes spécifiques selon leur profil, on verra ça en détail après. Et puis bien sûr, vous pouvez tester pour des indicateurs spécifiques, ce que j'indiquais en introduction. Donc on va reprendre tous ces points un par un, et je vais vous donner des exemples. Alors, concernant les éléments à tester, alors chez ABTesty, si je reprends rapidement ce que font la majorité de nos clients, on peut tester bien sûr des call to action, donc vos boutons d'action. On peut tester différentes choses à ce sujet, ça peut être le libellé, la position, la couleur, est-ce qu'ils ressortent mieux, est-ce qu'ils ressortent bien sur la page. Vous pouvez aussi tester, c'est assez fréquent, la navigation. Typiquement, ce que beaucoup de clients font au début, c'est de tester l'ordre des items dans leur menu de navigation. On peut aussi tester l'intérêt de méga menus, par exemple. Est-ce que proposer un menu avec une liste considérable de choix favorise effectivement l'accès au catalogue produit, ou est-ce que ça rebute les internautes? Ça peut être des questions que les e-commerçants se posent. On peut tester bien sûr des visuels. J'ai d'ailleurs plusieurs exemples intéressants par la suite, mais il faut voir on peut voir le visuel de différentes façons. On peut tester différentes choses au sein d'un visuel. Je vous montrerai des exemples. On peut tester bien sûr des accroches, tout ce qui est baseline sur votre site, descriptif des produits, fiches ou titres même des produits. On peut tester ce qu'on appelle merchandising, surchandising, donc la façon dont vous présentez les produits. J'aurai aussi un exemple par la suite. On peut tester des formulaires. On peut même aller jusqu'à tester des modes de paiement, différentes plateformes de paiement, ou tout autre outil d'aide à la décision. Par exemple, on peut tester différents outils de chat, de live chat en ligne, pour tester si telle ou telle solution a plus d'impact sur l'engagement de vos internautes ou sur la transaction. Ensuite, on peut bien sûr tester différents types de pages. Alors, souvent, nos clients, qui sont pour la plupart e-commerçants, testent leurs fiches produits et leur tunnel de commande, mais on peut aussi tester des pages de catégorie, des pages de résultats de recherche, ou même des landing pages spécifiques pour vos campagnes de publicité. L'idée, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à chaque page, il y a un objectif précis. Je pense par exemple à aux pages de catégorie. L'objectif de ces pages, c'est de faire en sorte que les internautes accèdent aux pages produits. Donc, typiquement, si vous faites une modification sur une page de catégorie, l'indicateur à suivre devrait être l'accès aux pages produits. Sur une fiche produit, l'indicateur à suivre, c'est la mise au panier. Est-ce que la modification que j'ai apportée sur ma fiche produit permet effectivement, incite les gens à mettre le produit au panier, etc., etc. Donc chaque template de page a un intérêt. Avec les solutions d'A/B testing, vous pouvez cibler ces templates et définir les indicateurs qui s'y réfèrent. Ensuite, vous pouvez tester des utilisateurs spécifiques. Alors la logique, quand on commence en A/B testing, c'est de tester tous ces utilisateurs, mais rien ne vous empêche de tester des typologies particulières d'internautes selon en fait le scénario que vous voulez mener. Vous pouvez très bien vouloir tester une modification uniquement pour les gens qui viennent par exemple de vos liens de campagne sponsorisés, uniquement depuis le référencement naturel, uniquement depuis vos campagnes d'emailing ou de newsletter. Et puis après, vous pouvez aller très loin, vous avez différentes possibilités en termes de ciblage géographique, en termes de comportement de visite. Donc par comportement de visite, j'entends tout ce qui est indicateur de type récence, fréquence de visite. Et puis après, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin en utilisant vos propres données CRM. À partir du moment où vous voulez communiquer à la solution d'A/B testing, vous pouvez très bien cibler par exemple tous vos clients VIP
si c'est un critère de segmentation qui vous est propre. Donc toutes ces choses sont envisageables. Après, il y a des choses plus techniques, comme par exemple tout ce qui est cookies, événements ou type de device, ou même navigateur, en fonction des cas de figure que vous voulez mener. Et ensuite, le dernier élément, c'est les objectifs. Vous avez, alors bien sûr, ce qui va certainement vous intéresser, des indicateurs e-commerce, donc taux de conversion global, nombre de transactions, chiffre d'affaires, panier moyen, gain monétaire pour chaque variation, c'est des choses qu'on est en mesure d'afficher à partir du moment où on a les données e-commerce qui sont intégrées à notre solution. C'est le même système que Google Analytics, hein, c'est un push en fait de données brutes vers nos serveurs. Vous pouvez aussi également avoir des indicateurs d'engagement. Donc là, plus sur la consommation du site, la durée de visite, le nombre de pages vues ou le taux de rebond. Et puis après, on peut imaginer énormément de variantes basées en fait sur 3 grands types d'indicateurs qui sont des indicateurs de taux de clic. Par exemple, on peut mesurer des mises au panier, des indicateurs de pages vues, à la manière de Google Analytics. Tel internaute a vu telle page spécifique, par exemple la page de confirmation d'inscription à la newsletter. Dans ces cas-là, on considère qu'il a converti. Et puis le troisième type d'indicateurs sont plus natifs à notre solution, sont propres en fait à l'engagement. Je vous ferai une démonstration de visuellement ce à quoi cela correspond. Alors, des exemples de tests. Alors ici, vous avez, c'est pour Pierre et Vacances, qui a testé une modification au niveau du wording de ses call to action. Donc les 2 petites captures d'écran que vous voyez ici, c'est des zooms sur les pages produits, donc qui présentent en fait les séjours. Initialement, vous avez un call to action qui était libellé réservé. C'était un terme assez impliquant, certainement trop impliquant, sachant qu'une grosse partie du trafic arrive directement vers ces pages depuis des moteurs de recherche. Et donc l'internaute, quand il découvre la page, il voit tout de suite sur le produit réservé pour des paniers assez élevés. Pierre et Vacances pensait que c'était trop impliquant. En l'occurrence, en plus, c'était pas vraiment la réalité, puisque si vous cliquiez sur réservé, vous accédiez pas directement à la page de panier, mais en fait, vous accédiez à une page où il fallait encore préciser le type de service que vous souhaitiez, le type de chambre, et de spécifier votre disponibilité. Du coup, ils ont décidé d'être un petit peu plus cohérents dans le libellé, et ils l'ont remplacé par voir les disponibilités. Alors, il y a eu un impact immédiat sur le taux de conversion, enfin sur le taux de clic sur ce bouton. Donc, on a eu un plus 92% de taux de clic sur le bouton. Et ça s'est traduit au final, au global, par un taux de conversion global de plus 13%. Pourquoi? Parce que plus de gens en fait rentraient dans le tunnel de conversion. La première étape du tunnel pour eux étant en fait la page qui liste les options de chambre et les disponibilités. Donc, en amenant plus de gens sur cette étape, au final, ils ont eu plus de gens à la sortie. En plus, ça, typiquement, c'est un test très simple à mettre en place. En 5 minutes, normalement, c'est fait. Là, vous avez un autre test sur cette fois des pages de catégories de produits où, en l'occurrence, Etam souhaitait connaître l'impact des visuels sur l'accès aux pages produits. Donc sur la gauche, vous avez la version initiale où la pièce, donc là en l'occurrence le soutien-gorge, était mis en avant. Sur la version de droite, modifiée, vous avez des visuels où on voit l'ensemble, c'est-à-dire le haut et le bas. Mais là, encore une fois, si on cliquait sur un produit, on était toujours renvoyé
vers la page du produit en question, c'est-à-dire du soutien-gorge. Ça a eu un impact, c'est que l'accès aux pages produits a augmenté de 10%. Et alors là, j'ai pas les chiffres en détail, mais on a eu plus aussi de cross-selling, c'est-à-dire que les gens voyaient l'ensemble des possibilités qui leur étaient offertes, et ça a favorisé effectivement l'achat d'autres produits liés, notamment du bas en l'occurrence, et au final, il y a eu un impact sur le taux de conversion global. Je reviens juste sur cet exemple-là. Le même client a testé aussi ces visuels-là, mais en affichant ou pas le visage du mannequin. Et là, il pensait que ça allait avoir un impact positif, que ça allait favoriser l'accès au produit ou même la conversion finale. Au final, ils se sont rendus compte que ça n'avait strictement aucun impact, et ça leur a évité notamment d'avoir à re-shooter tous leurs produits, tout leur catalogue produits, et payer des droits d'image pour le mannequin en l'occurrence. C'était des coûts assez élevés. Donc ça leur a évité des frais inutiles, on va dire. Là, vous avez un autre exemple pour Bazar Chic, où l'objectif était en fait de modifier la page d'accueil. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé en interne une autre version de la page d'accueil qui était censée mieux retranscrire d'une part le côté un peu haut de gamme de leur positionnement avec des visuels beaucoup plus proéminents sur la page. À gauche, initialement, vous n'aviez qu'un seul type de produit qui était affiché. À droite, vous avez un système de carrousel qui montre qu'ils ne font pas que des vêtements, mais aussi des produits tels que du vin ou des produits gastronomiques. Et en fait, sur cette page-là, ce qu'ils souhaitaient mesurer, c'était le taux d'inscription pour les nouveaux inscrits. Et en l'occurrence, cette page a effectivement bien mieux fonctionné, puisqu'on a eu plus de 25% d'inscription. Vous pouvez également, ce que je disais tout à l'heure, tester votre merchandising. Là, vous avez un exemple pour Conrad, qui est un spécialiste de l'électronique, qui auparavant mettait en avant ses produits à l'aide d'un système assez classique de carrousel. Donc c'est ce que vous voyez sur la capture de gauche en bas. Donc le carrousel faisait défiler 4 produits. Ce qu'ils souhaitaient tester, parce qu'ils avaient entendu qu'ergonomiquement les carousels ne sont pas non plus vraiment recommandés. Il y a beaucoup d'ergonomes qui un peu les remettent en question, parce que c'est pas forcément... d'une part, on ne voit pas tous les produits, les gens passent très peu de temps sur ces zones, et généralement seul le produit qui est mis en avant initialement est vu. Et puis après, il peut y avoir des problèmes d'ergonomie fonctionnelle, des slides qui passent trop vite ou des boutons pas assez visibles. Donc ils ont choisi de tester un autre mode de présentation, où là, les 4 produits étaient mis en avant directement, sans animation, et ils ont mesuré le taux de clic sur ces éléments. Et au final, je ne peux pas vous communiquer les chiffres parce que le client en question n'y a pas autorisé, mais vous avez des taux de clic bien meilleurs sur la version modifiée où les éléments sont fixes. Donc c'est des choses auxquelles on peut penser et qu'on peut vouloir tester. Vous pouvez aussi tester de nouvelles fonctionnalités. Ici, vous avez pour Carrefour Online, durant l'opération Black Friday, l'insertion d'un compte à rebours qui est censé en fait instiller un sentiment d'urgence chez les internautes pour les pousser à acheter plus rapidement parce que l'offre est limitée dans le temps. Donc là, pour ça, ils ont fait appel à nous pour installer ce petit compte à rebours qui est complètement customisé selon leur maquette. Et en fait, tout ça est mis en place via notre solution de façon très simple, en seulement quelques clics. Et ensuite, dernier exemple qui illustre une des possibilités des solutions d'A/B testing.
c'est en fait détourner l'outil, non pas pour tester, mais pour diffuser des messages spécifiques à une audience particulière. Donc là, on rentre dans la personnalisation des contenus. Vous avez la possibilité de très simplement définir un message via l'outil d'A/B testing et de préciser à qui vous voulez l'adresser. Et alors donc là, la démarche de Photobox est assez simple. Ils ont mené un test A/B sur l'ensemble de leurs internautes pour modifier en fait leur page d'accueil. Ils souhaitaient en fait tester l'impact de la version de droite. Et au cours du test, en fait, ils se sont rendus compte qu'au global, il n'y avait pas du tout d'impact quantifiable. Par contre, en analysant un peu plus finement les données, ils se sont rendus compte que la nouvelle version marchait beaucoup mieux pour les nouveaux visiteurs, ceux qui n'étaient jamais venus sur le site. A l'inverse, la version initiale marchait bien pour les visiteurs qui étaient déjà inscrits sur le site, mais qui n'avaient pas encore acheté. Et donc en fait, suite à cette étude, à cette analyse, ils ont décidé de personnaliser l'expérience de l'utilisateur en fonction de sa typologie. Et maintenant, les nouveaux visiteurs voient une page qui est différente des visiteurs récurrents. Donc ça, c'est un mode d'utilisation dont on pourra parler si vous le souhaitez, et qui se fait effectivement directement via l'outil. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer directement un exemple d'utilisation de notre solution. Alors, je vais faire le partage d'écran. Là, normalement, vous êtes censé voir mon écran. Donc là, la page d'accueil de notre site. Si ce n'est pas le cas, manifestez-vous. Donc, en fait, pour créer un test avec A/B Testy, c'est vraiment très simple. Il suffit en fait de rentrer l'URL d'une page que vous souhaitez modifier. Alors, je vais me connecter juste à A/B Testy. Donc ça, c'est l'interface de connexion. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur ce qu'on appelle le tableau de bord qui liste en fait tous les sites, tous les tests, pardon, qui sont en cours ou qui sont en cours de préparation ou qui sont même terminés. Et il vous suffit de cliquer sur le bouton créer un nouveau test ici. Vous avez une fenêtre qui s'affiche qui vous demande de rentrer l'URL que vous souhaitez tester. Alors je l'ai déjà fait pour aller plus vite. Donc j'ai rentré une URL. Là en l'occurrence une page de listing produit d'un de nos clients. Et en fait la page se charge dans notre éditeur. Donc là vous êtes dans l'interface d'édition où on a capturé la page, tout le contenu, et on vous l'a retranscrit ici. Ensuite, à l'aide de votre souris, à chaque fois que vous vous déplacez sur un élément, il est mis en surbrillance et vous pouvez le sélectionner. Donc par exemple, là je vais prendre cet élément-là. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez un menu contextuel qui apparaît et qui vous propose différentes options. Il y en a 3 grands types. Je vais commencer par le deuxième, qui correspond en fait à la possibilité d'affiner sa sélection. Donc vous pouvez sélectionner des éléments parents, des éléments enfants. Là, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'éléments enfants sur l'élément que j'ai sélectionné, mais il y aurait pu y en avoir. Ou des éléments similaires, c'est-à-dire des éléments qui partagent une même classe de style CSS. Donc ça peut être utile dans certains cas de figure pour précisément sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier. Une fois que vous l'avez sélectionné, par exemple, si là vous voyez que en passant sur les éléments, en fait, je sélectionne une zone plus élargie en fait de la page, jusqu'à aller jusqu'à toute la page. Donc là je vais rester sur mon élément qui est en l'occurrence un titre, comme vous le voyez ici, H2. Et ensuite vous allez donc pouvoir appliquer des transformations sur l'élément. Alors on propose différents types de transformations. Par exemple, vous pouvez éditer le style, on va le voir juste après. Vous pouvez éditer le texte,
Vous pouvez éditer le code HTML ou ajouter des attributs en fonction de l'élément que vous avez sélectionné. Par exemple, si je fais éditer le texte, vous avez un éditeur WYSIWYG qui apparaît et qui vous permet effectivement de modifier le contenu textuel. Donc là, par exemple, je vais juste supprimer ça. Je valide. Et là, la modification est automatiquement appliquée. Dans les autres modifications que vous pouvez appliquer, vous pouvez par exemple modifier le style. Donc là, je peux par exemple augmenter la taille. Je peux modifier la couleur. Et donc ça se met en place automatiquement ici. Parmi les autres modifications, vous pouvez déplacer des éléments, vous pouvez les cacher. Par exemple, je peux cacher l'élément. Vous pouvez intervertir des blocs. Par exemple ici, je vais sélectionner un onglet. Et puis je vais faire intervertir, qui consiste en fait à... Alors attendez, je vais mal sélectionner l'élément. Alors là, j'ai un petit bug. Ah, j'ai perdu ma connexion interne. Net. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord, ok. J'ai eu un petit... Ah, j'ai dû aller trop vite. Je repasse là. Hop. Ah, pardon, mon navigateur a planté apparemment. Je repasse dessus, on va faire un autre type de modification. Donc là, quand vous chargez une page, en fait, c'est l'affichage que vous avez. On va continuer, je ne sais pas pourquoi, là j'ai un problème. Vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter une image, un paragraphe, vous pouvez même ajouter du code HTML directement. Vous avez une fonctionnalité de presse-papier qui vous permet en fait de couper des blocs entiers de code HTML pour les réinsérer autre part sur la page, par exemple avant un autre élément ou à l'intérieur d'un élément. Donc voilà pour les transformations, on va dire, standards de l'outil. Ce que vous allez ensuite pouvoir faire, c'est mener des actions plus avancées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir attacher du code JavaScript à un élément spécifique. Vous allez pouvoir traquer des clics. Donc là, c'est tout ce qui est lié à la mesure des objectifs, j'en reparlerai dans 2 minutes. Vous pouvez, ce qu'on appelle ajouter au ciblage, on va le voir tout de suite, c'est définir un critère de présence d'un élément d'une page pour que le test s'applique. Et ce que je vous expliquais également, les plugins, c'est une librairie en fait, d'extensions qui vous permettent d'étendre les fonctionnalités d'A/B testing pour mettre en place des choses comme des pop-up vidéo, des barres de cookies, par exemple, celles que vous voyez ici sur le site. Notre site utilise des cookies en continuant à utiliser notre site sans changer vos paramètres, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez directement implémenter via notre outil. Et puis, on peut imaginer beaucoup d'autres choses comme donc les comptes à rebours, mais aussi faire en sorte que vos boutons d'action soient toujours visibles à l'écran, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'internaute scrolle, le bouton d'action en fait reste en place sur l'écran à sa position, donc pour encore une fois s'assurer qu'il est toujours visible. Donc en haut vous avez en fait l'interface qui vous permet de switcher entre les différentes variations. Donc là, à chaque fois qu'en fait vous rentrez l'URL d'une page, on vous crée une variation 1 qui est la copie
de l'original. Après, rien ne vous empêche de créer plusieurs variations, ce que j'ai fait ici. Là, vous avez déjà 2 variations. Pour chaque variation, vous avez des options spécifiques qui vous permettent de renommer une variation, de la dupliquer, de la supprimer, ou alors d'y associer du code CSS ou JavaScript spécifique. Vous avez la possibilité de prévisualiser le rendu de votre page avec les modifications en place dans le navigateur en question ou dans n'importe quel autre navigateur. La seule chose qu'on fait en fait en cliquant sur prévisualisation, c'est d'ajouter ce petit H à votre URL et vous avez, alors là ça ne fonctionne pas parce que sur cette page là en l'occurrence elle ne doit pas être taguée, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas la modification. Mais en collant ce petit bout de texte sur n'importe quelle URL et sur n'importe quel navigateur, vous pouvez forcer l'application des modifications pour voir le rendu final. Donc ça, c'est les options au niveau de la variation. Vous pouvez faire des tests par redirection, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser notre éditeur pour créer votre page, vous allez en fait en développer une de votre côté que vous allez héberger sur votre site, et nous, on se contentera de rediriger la page qui est chargée dans l'éditeur vers votre version alternative. Alors, un point important sur lequel j'ai pas insisté, mais techniquement, en fait, nous, on n'héberge absolument rien. On n'héberge pas les pages. C'est un outil en mode SaaS qui applique les modifications côté navigateur client. En fait, concrètement, pour installer ABTesty, il vous suffit de mettre une ligne de code JavaScript sur les pages de votre site, dans la section Aide de votre code. Ce code JavaScript, donc cette ligne, en fait, se contente d'appeler un script qui est hébergé sur le cloud. Donc on utilise plusieurs CDN, on utilise aussi des systèmes de multi-CDN qui vous permettent de faire du CDN balancing pour optimiser les temps de chargement. Et ce fichier, une fois qu'il est appelé donc, sur votre site, il applique automatiquement les modifications que vous avez créées. Donc concrètement, tout ce que vous modifiez dans l'éditeur est transcrit en code JavaScript, et ce code JavaScript est hébergé sur le cloud, puis exécuté automatiquement lorsque notre tag est appelé, lorsque votre page est affichée. Je fais juste cette petite digression pour vous expliquer le mode de fonctionnement qui est un peu différent lorsqu'on fait un test par redirection, où là, effectivement, c'est vous qui hébergez votre variation et nous qui nous contentons de rediriger le trafic vers telle ou telle page. Alors ensuite, vous avez différentes options au niveau du test qui se trouvent ici. Les 2 principales étant cibler le test et moduler le trafic. Donc moduler le trafic, c'est très simple, ça vous permet de définir quel pourcentage d'internautes sera soumis à votre test. Si vous voulez commencer assez petit parce que vous avez peur qu'il y ait des impacts négatifs, vous pouvez dire seulement 20% de mon audience va être soumis au test. Et à l'intérieur de ces 20%, vous allez pouvoir spécifier le pourcentage de gens qui verront l'original, la variation 1, la variation 2. Et même si ces pourcentages sont différents, au final, dans le reporting, nous, on prend toujours des chiffres qui sont équivalents, donc en gros le plus petit dénominateur commun dans le cas présent, pour que vous ayez des ordres de grandeur qui soient comparables. Ensuite, vous avez la possibilité de cibler le test, et donc c'est là en fait où se trouve la puissance de notre outil. C'est que vous pouvez définir plusieurs types de ciblage, ce que j'ai expliqué durant la présentation. Vous pouvez cibler des pages, c'est-à-dire quelles sont les pages sur lesquelles les modifications que j'ai faites dans l'éditeur s'appliqueront. Il faut bien comprendre que ce que vous faites dans l'éditeur ne concerne pour l'instant qu'une seule page, celle qui est chargée dans l'éditeur. Par contre, bien sûr, vous avez la possibilité d'étendre ces modifications à plusieurs pages. Alors pour cela, on se sert principalement d'un indicateur, enfin d'un critère qui est celui de l'URL. Donc là, ici, par défaut, vous avez peut-être l'URL qui est rentrée dans l'éditeur, mais rien ne vous empêche de la modifier.
et d'utiliser les opérateurs qu'on propose pour étendre ou au contraire réduire le ciblage. Vous pouvez très bien exclure cette page-là, par exemple, si vous ne voulez pas qu'elle fasse partie du test. Donc là, vous avez des opérateurs inclure, exclure. Vous pouvez également aller très loin grâce aux opérateurs de type expression régulière qui vous permettent, par exemple, en fonction du format de vos URL de votre site e-commerce, de cibler que les fiches produits s'il y a un format commun. S'il n'y a pas de format commun, parce que vous faites de la réécriture d'URL et que toutes les pages ont une URL différente, il y a d'autres solutions, notamment ce que j'indiquais tout à l'heure, le fait de ajouter au ciblage. Lorsque vous faites ça, en fait, on vérifie que l'élément que vous avez sélectionné, à partir du moment où il y a une classe ou un ID spécifique, est présent dans le DOM, donc dans la structure HTML de vos pages. Si l'élément est présent, si on le repère, alors on applique le test. Si ce n'est pas le cas, on n'applique pas le test. Et il y a un troisième mode pour cibler les pages, c'est en fonction de code JavaScript. Si vous avez certaines variables disponibles côté navigateur qui donnent des indications sur le type de page, on peut s'en servir pour cibler le test. Typiquement, si vous utilisez un système de gestionnaire de tags, comme Google Tag Manager ou Tag Commander en France, vous avez un data layer, juste une structure de données qui spécifie les attributs de la page, c'est du JavaScript. On peut se servir de ces données pour cibler vos pages, pour par exemple faire des tests sur le template de vos pages produits quand il n'y a plus de stock, par exemple. Donc ça, c'est des choses, cet attribut stock ou pas stock, vous ne l'avez pas dans l'URL, vous l'avez peut-être au sein de vos pages. Donc ça, c'est pour la partie application des modifications sur les pages. Toute la partie de gauche, sur ce menu-là, concerne le ciblage des utilisateurs. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous pouvez cibler par type de source. Vous pouvez inclure par exemple tout ce qui est référencement naturel, lien sponsorisé, site référent. Vous pouvez faire un test sur une page, mais demander en fait à ce que uniquement les internautes qui sont venus par une page spécifique soient ciblés. Donc, typiquement la page d'arrivée, vous allez pouvoir, par exemple, si vous voulez uniquement que vos internautes qui viennent de vos campagnes de newsletter, par exemple, participent à un test sur vos pages produits, par exemple, et que votre campagne de newsletter, en fait, elle renvoie vers une page catégorie de produits, par exemple, ben, vous pouvez très bien là indiquer un paramètre, notamment de tracking, en fonction de vos propres liens de redirection utilisés dans votre email. Donc typiquement, vous pourrez avoir des choses très classiques comme TM source égale newsletter si vous utilisez Google Analytics, par exemple. Vous pouvez ensuite cibler en fonction du comportement. Est-ce que c'est un ancien, un nouveau visiteur? Combien de pages il a vu? Combien de fois il est déjà venu? Quelle est la durée depuis sa première visite, depuis sa dernière visite? Est-ce qu'il est déjà venu le même jour? Etc. Donc il y a différentes possibilités en fonction des cas de figure que vous envisagez. Ensuite, vous avez ici trois options pour spécifier soit le navigateur, soit le langage du navigateur, soit le type de device. Vous pouvez très bien dire je veux que mon test ne exclue, par exemple, je sais pas moi, les PC. Si vous voulez uniquement que votre test porte sur tous les devices mobiles, que ce soit téléphone, smartphone ou tablette, vous pouvez le faire. Autre cas de figure assez fréquent, vous voulez exclure des navigateurs anciens parce que vous savez que la modification que vous voulez apporter n'est pas compatible avec Internet Explorer 7 par exemple. Vous pouvez exclure des versions de navigateur. Et puis après ici vous avez des choses un peu plus techniques permettant d'exclure certaines adresses IP de vos tests. Par exemple les adresses de vos propres employés.
Vous pouvez aussi limiter en fonction de la localisation de l'internaute, donc sur un niveau qui est pays, région et ville, basé sur l'IP avec les contraintes et les limites que cela peut avoir. Et puis après, d'autres choses encore plus avancées sur des valeurs de cookies spécifiques ou sur le fait que l'internaute en question ait déjà effectué certaines actions sur le site qu'on aurait traquées par ailleurs sur un autre test. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Vous avez la possibilité de sauvegarder vos ciblages pour aller plus vite pour les prochains tests. Donc ça, c'est vraiment la partie création des tests, ciblage. Le ciblage étant l'élément le plus important en fait de la solution, avec tout ce qui est reporting. Alors reporting, je vais vous montrer un exemple de ce à quoi ça ressemble. Alors pour poser déjà quelques objectifs, vous pouvez le faire directement depuis l'éditeur s'il s'agit d'un tracking de clics. Là par exemple, je sélectionne cet élément, je fais tracking des clics, je rentre un nom. Donc là par exemple, clique sur Call to Action principal. OK. Et ensuite, vous accédez au reporting directement depuis ce bouton ou, si vous êtes sur le dashboard, depuis ce bouton, reporting. Donc, quand vous accédez au reporting, alors là, vous n'aurez bien sûr pas de données parce que le test n'est pas lancé, mais vous voyez déjà qu'il y a un premier objectif qui a été créé ici, qui s'appelle clic sur Call to Action principal. Et dès qu'on remontera les informations, le rapport se remplira. Je vais vous montrer par la suite un exemple de rapport pour que vous visualisiez bien ce à quoi ça ressemble. Mais avant ça, je vais juste vous montrer comment on crée un objectif de type URL. Donc en cliquant sur Nouvel objectif, ici, vous pouvez spécifier les conditions pour que la conversion soit enregistrée. Donc là, en l'occurrence, je vais dire mon nom achat. Pour que la conversion elle soit enregistrée, il faut que l'internaute visite la page confirmation-achat.php, par exemple, ou n'importe quel autre pattern en fonction de votre cas de figure. Là, encore une fois, vous pouvez utiliser différents types d'opérateurs pour matcher à peu près tous les cas de figure. J'en profite aussi, vous pouvez créer des objectifs tunnels où vous allez définir en fait chacune des étapes de votre tunnel. Et nous, ce qu'on va faire, c'est enregistrer combien d'internautes arrivent à chaque étape et donc quel est le taux de perte entre chaque étape. Et ce, variation par variation, comme ça vous pourrez voir si une modification entraîne une perte ou un gain plus important à telle ou telle étape de votre tunnel de conversion. Et on a aussi des objectifs existants, c'est-à-dire des objectifs que vous avez déjà utilisés, que vous ne souhaitez pas reconfigurer, vous avez juste en un clic la possibilité de les sélectionner. Alors je vais aller sur un reporting typique. Voilà. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble le reporting classique. Donc vous avez ici, en fait, tous les objectifs que vous avez définis. Alors par défaut, il y en a 3 qui sont toujours affichés, taux de rebond, revisite et page vue par visite, donc des indicateurs d'engagement. C'est des indicateurs qui peuvent être utiles pour analyser un peu plus finement les résultats de votre test, mais très clairement, ce n'est pas les objectifs sur lesquels il faut se focaliser. Typiquement, ce que vous allez vouloir suivre, c'est par exemple l'achat. Donc, ici, là, vous avez un exemple de ce à quoi ça ressemble. Donc, pour chaque objectif, à chaque fois, vous avez 2 types de données. Vous avez un tableau brut de données, puis un graphique. Le tableau liste pour chaque version le nombre de visiteurs uniques qui ont été soumis à cette variation, le nombre de conversions uniques qui ont été enregistrées pour cette variation, puis des indicateurs comme le taux de conversion et puis l'amélioration, qui est juste le ratio entre, là en l'occurrence 57,36 et 55,83.
Et à côté, vous avez un indicateur qui est très important, qui est l'indicateur de fiabilité statistique. Est-ce que mes données sont fiables ou pas? Est-ce que les différences de résultats sont dues au hasard ou vraiment à ma modification? Alors nous, on le présente sous deux formats. Un histogramme à 5 barres qui, quand il est vert, signifie que vous avez dépassé les 90% de fiabilité statistique. Si vous voulez être encore plus précis, il suffit de passer votre souris sur l'indicateur pour avoir le pourcentage exact de fiabilité. On considère qu'en dessous de 95%, vous ne pouvez pas en fait vous fier aux données et que vous devez soit attendre que le test accumule plus que l'échantillon soit plus gros pour accumuler plus de données, soit stopper le test si votre modification n'a pas d'impact sur votre taux de conversion. Donc l'analyse des résultats d'un test, c'est un sujet qui est assez sensible, il y a des bonnes pratiques, il faut avoir en tête certaines choses. Là, c'est pas l'objet de ce webinar, mais c'est détaillé dans le livre blanc que je peux mettre à votre disposition, vous pouvez même télécharger via notre site. Mais il y a une méthodologie à avoir pour analyser les résultats de son test. Mais on va dire que déjà, il faut se fier à l'indicateur de fiabilité. À côté, vous avez 3 autres indicateurs, alors là, qui sont propres au fait qu'on a traqué les données e-commerce lors de la transaction. Donc on est en mesure de remonter en fait le panier moyen, donc c'est le premier indicateur que vous voyez ici. Ensuite, on a la valeur de la visite et le gain monétaire réalisé sur cette variation-là. Donc là, en l'occurrence, sur la période du test, la variation 1 a généré 21 000 € de revenus supplémentaires par rapport à l'original. Donc c'est des données complémentaires qui peuvent vous aider à analyser votre test. Alors, je finis juste par 2 petits points, parce que là je déborde déjà un peu. Vous avez la possibilité de filtrer vos données a posteriori. Autrement dit, vous pouvez cibler tous vos internautes, puis analyser les comportements de certains d'entre eux une fois que votre test est terminé. Pour ça, vous allez en fait filtrer les données par segment, par dimension. Donc là, vous avez toute une liste de dimensions. Par exemple, je vais prendre ancien, nouveau visiteur. Si je veux mener mon analyse uniquement sur les nouveaux visiteurs et donc avoir toutes ces données recalculées uniquement pour les nouveaux visiteurs, il me suffit en fait de sélectionner la dimension qui m'intéresse et de cliquer sur appliquer le filtre. Le rapport va se recharger et ne présentera que les données concernant ce profil d'internaute. Alors attention, ça peut être très intéressant en termes d'analyse. Par contre, plus vous filtrez, plus vous diminuez l'échantillon statistique qui est utilisé et plus vous allez avoir du mal à avoir une fiabilité statistique. Et enfin, dernier élément que je voulais mentionner, c'est le heatmap. Le heatmap, c'est juste une représentation visuelle sous forme de zone de chaleur de la répartition des clics sur vos pages pour différentes tailles d'écran et de résolution. Alors là, je vais vous montrer un exemple ici. Pour un autre site, où le site se charge. Alors, attends, c'est un peu lent, mais vous allez avoir, voilà, ça va se charger. Vous avez en fait un calque qui vient s'afficher par-dessus le site et qui met en évidence les zones les plus cliquées sur la page en question. Et ensuite, en fonction de la taille de la fenêtre, là, vous voyez ici que je vais jusqu'à un peu plus de 50% des internautes ont eu cette résolution ici. Si je redimensionne ma fenêtre et que je vais sur du très petit, par exemple ici, ça va se recalculer et les points vont être recalculés. Alors là, c'est un test fictif. Donc j'ai pas forcément beaucoup de points d'échantillonnage, mais en fait, au fur et à mesure que vous modifiez la dimension de votre fenêtre, le heatmap se recalcule automatiquement pour correspondre en fait à la bonne résolution d'écran.
Donc ça, c'était le heatmap. J'ai rapidement fait le tour de l'interface de reporting. Il y a d'autres options, comme la possibilité de prendre des notes, d'exporter les données, soit par mail, soit en format Excel, soit en format PDF. La possibilité aussi d'accéder à une adresse publique qui en fait liste les résultats pour les gens qui n'ont pas de compte utilisateur, donc qui ne peuvent pas accéder à l'interface de reporting. Voilà pour le reporting. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de la solution, enfin, très rapidement, mais ça vous donne déjà une bonne overview du mode de fonctionnement de la solution et des possibilités de l'outil. Voilà, pour ma part c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut encore prendre quelques minutes pour y répondre. Donc je reste disponible si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre modèle économique? Alors oui, bien sûr. Alors la solution AB Testy en fait fonctionne sur un principe d'abonnement mensuel. Donc alors on a différents types d'offres, mais globalement vous définissez en amont un volume de visiteurs que vous souhaitez tester par mois et vous prenez un pack correspondant à ce volume. Donc ça va de 30 € pour 5000 visiteurs testés par mois à 300 € par mois pour 200 000 visiteurs testés par mois, si mes souvenirs sont bons. Si vous avez des besoins supérieurs, parce que comme vous l'avez vu, on travaille avec des gros comptes, là on est sur un modèle tout illimité, où en fait vous pouvez tester autant de gens que vous le souhaitez, que ce soit 100 000 par mois ou 1 million par mois. C'est juste qu'on le fait sur devis en fait, parce qu'on a besoin de la volumétrie globale et du nombre de pages vues pour pouvoir calculer nous derrière la charge serveur que ça va générer. Donc ça c'est le premier mode de fonctionnement par abonnement mensuel, avec ou sans engagement d'ailleurs, hein, vous pouvez arrêter à tout moment si vous le souhaitez. Vous avez juste une remise si vous vous engagez. Et puis on a un deuxième mode de fonctionnement qui est ce qu'on appelle à la carte, un peu comme les cartes de téléphone prépayées, où en fait vous achetez un quota à l'avance de visiteurs à tester, qui est valable pendant 6 mois, et qui vous permet donc en fait d'étaler la consommation de votre quota comme vous l'entendez, et avec parfois un peu plus de souplesse. Si par exemple vous testez toute l'année sauf pendant les mois de juillet et les mois d'août, ben, vous avez peut-être pas envie de payer 2 mois d'abonnement si vous ne testez pas. Du coup, ça peut être une autre solution. Vous avez un peu plus de flexibilité pour tester comme vous l'entendez. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Après, sur la partie purement, donc ça c'est pour la partie purement logicielle, licence de l'outil, et on a d'autres formules plus liées à l'accompagnement, notamment parfois sur de la mise en place de tests un peu complexes, qui font intervenir parfois du code JavaScript. C'est des choses sur lesquelles on peut intervenir, et donc là c'est des prestations annexes. De toute façon, j'en profite. Vous pouvez... alors, je vais juste passer sur la suite. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ici. Hop. Mais vous pouvez effectivement accéder à l'URL, à cette URL sur WheezyShop pour
pour entrer en contact avec nous et puis qu'on organise, si besoin, une démo un peu plus poussée ou si vous avez des questions encore plus précises, on pourra comme ça échanger de cette manière. Alors, je vois que Michel est en train de taper. Alors, au niveau de l'intégration dans WheezyShop, alors là encore une fois, techniquement, alors si je repasse sur sur mon écran, je vais aller justement sur le tableau de bord. Le tag ABTST, ce que je vous expliquais, c'est ça. Donc vous devez le coller dans votre template, voir avec WheezyShop comment vous pouvez le faire. Et ça, il faut le mettre, alors idéalement le plus haut possible dans la page pour pouvoir que notre script, que vos modifications se chargent le plus rapidement possible. Voilà. Donc en termes d'intégration, c'est vraiment très simple. Ça fonctionne avec tout type de technologie, parce qu'encore une fois, nous, nos modifications sont juste appliquées côté navigateur client. Ah, voilà, vous avez une précision supplémentaire. Ok, bon bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de s'arrêter là. Juste, donc je rappelle cette adresse si vous voulez plus d'informations sur notre solution. On se fera un plaisir de vous en parler en long, en large et en travers pour voir des exemples de tests ou les bonnes méthodologies à suivre pour tirer le meilleur de votre solution d'A/B testing. Voilà, bon bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente journée et peut-être à bientôt.